On va parler de Jon Jones avec Jonathan. J'avais pas mieux comme intro. Ok, non, j'aime bien. Voilà, on discute de ça après le générique. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. On a eu quelques petites nouvelles récemment de Jon Jones, Aspinall. En tout cas, Aspinall a fait de nouveau quelques sorties médiatiques où évidemment il exprime ses frustrations. Et la grosse news, qui n'est pas vraiment une grosse actualité, c'est Ariel Helwani qui reporte que Jon Jones apparemment demande 6 mois de préparation pour Thomas Aspinall, ce qui nous renvoie à fin septembre. Et il y a une deuxième rumeur en parallèle, je sais plus c'est quel journaliste qui a dit ça, mais l'UFC semble intéressé de faire ce combat pour Madison Square Garden, qui est chaque fois fin novembre, aux alentours du 25 novembre. Ça fait long, ça fait très long, ça fera 1 an pour Jon Jones, ça fera grosso modo la même chose pour Stipe Miocic depuis le dernier combat. Et c'est frustrant pour les fans, on est d'accord? Ouais, mais j'avais lu une statistique. Attends, il y a plein de choses à dire par rapport à ça. J'avais lu une statistique des combien de combats faisaient les champions, enfin ceux qui étaient actuellement champions et au cours des dernières années. Bon, bien sûr, il y en a qui viennent d'être récemment champions, mais bon, combien de combats est-ce qu'ils ont fait récemment? Et franchement, ça tourne aux alentours de entre 1 et 2, à part Alex Pereira. Il n'y en a pas beaucoup qui combattent plus que ça. Et donc, le dernier combat de Jon Jones était il y a exactement... Enfin, si jamais ça se fait à ce moment-là, ça fera exactement 1 an. Vu que Stipe Miocic, j'avais regardé la date, c'était novembre 2024. Donc si ça fait 2 novembre 2025, ça paraît beaucoup, mais c'est parce qu'on a l'habitude qui bloque la division, en fait. Ouais, mais il y a un élément supplémentaire. Ça devait déjà être Thomas Aspinall contre Jon Jones, puisque Thomas Aspinall est champion intérim. Et Stipe Miocic lui a grillé la priorité sous demande de Jon Jones ou sous volonté de l'UFC. Et donc, on s'attend tout de même à ce que le combat se fasse plus vite. Ok, il y a une certaine moyenne. Moi, de tête, la moyenne des champions, c'est plutôt 8 mois. Je dirais, j'ai l'impression que les champions défendent en moyenne tous les 8 mois. Et quand je dis en moyenne, effectivement, Alex Pereira sera beaucoup plus fréquent. Et puis, t'as des gars comme Islam Makhachev qui avait un peu cette réputation de ne combattre qu'à Abu Dhabi. Ça rallonge un tout petit peu, mais en moyenne, c'est tous les 8 mois. Là, Jon Jones, ça ferait chaque fois, je prends la ceinture, c'était en mars, contre... Mars 2023. Ouais, donc mars. Quand Cyril gagne, c'était mars 2023, puis 1 an et demi bloqué, et puis encore 1 an, maintenant ça fait encore 1 an, quoi. Donc ça fait 3 combats ça sur fait beaucoup, 2 ans et demi avec un champion intérim. C'est non, pas acceptable. Oui, ça ferait même pas 3 combats parce que le premier, tu n'es pas censé le compter, c'est l'espace entre les deux. Donc, parce que si tu dis, si on prend depuis le combat d'avant, alors c'est février 2020. Oui, non, mais ça ferait 3 combats. Donc ça ferait Gane, Stipe, Aspinall. Ça ferait 3 combats pour la ceinture poids lourd, qui est quand même la division que l'UFC pousse le plus d'un point de vue marketing. Alors que tu as un champion intérim, c'est pas que c'est bloqué ou en attente parce qu'il y a un manque de contenders. Bon, moi je trouve ça frustrant pour Thomas Aspinall et je trouvais le sujet intéressant aujourd'hui parce que ça va un peu faire le lien avec tout ce qui se passe en boxe anglaise. C'est monopole monopson UFC. Il y a du positif pour les fans par rapport à ça, c'est que l'UFC décide vraiment des combats, ils peuvent forcer entre guillemets leurs combattants à s'affronter et en tant que fan de MMA, on a du positif par rapport à ça, puisque les meilleurs affrontent les meilleurs. C'est extrêmement rare qu'on ait une frustration en tant que fan de MMA parce que y a un combat qu'on veut absolument voir et auquel on n'a pas accès. C'est très rare qu'on ait un gros, le champion UFC et un combattant hors UFC et on aimerait les voir se matcher. Ça arrive, évidemment, pour le moment, on a Jones contre Ngannou. Historiquement, on avait Fedor contre Brock Lesnar ou contre Velasquez, mais ça arrive relativement rarement. Et de l'autre côté, les seules frustrations qu'on a de temps en temps, c'est Georges Saint-Pierre contre Anderson Silva. On aurait voulu le voir, mais ça reste 2 catégories différentes, donc c'est acceptable en tant que fan de ne pas avoir accès à ce genre de combat. Donc il y a un côté positif pour le fan sur le côté monopole, monopson de l'UFC.
Et ce dont on se plaint, c'est que les athlètes sont pas très bien payés. Ils sont pas payés à leur juste valeur, ou ils sont pas payés à la hauteur que l'UFC pourrait les rémunérer. Et là, on peut un peu se satisfaire. En tout cas, je me suis déjà satisfait dans un podcast précédent en disant enfin, il y a un combattant qui a un levier de négociation contre l'UFC. Enfin, John Jones, il a ce levier de négociation. Il peut un peu forcer l'UFC à mieux payer, etc., etc. Et on se rend compte très rapidement en fait que, ok, on est content pour John Jones, profite de ce statut de je suis un des rares combattants à avoir ce levier de négociation. Mais très rapidement, en fait, le fan ressort et on est là en train de s'arracher la tête, de presque insulter John Jones en disant qu'est-ce qu'il fout, pourquoi il attend, pourquoi il fait ça. Ben, c'est ça la réalité. C'est soit l'UFC a beaucoup de pouvoir, soit les combattants ont beaucoup de pouvoir, mais dans les deux cas, il y a une frustration. Soit c'est la frustration sur les primes des combattants, soit c'est la frustration sur on n'a pas tous les combats qu'on veut, ou en tout cas on doit être très très patient avant de les avoir. Ouais, ouais, je suis d'accord. On avait fait un parallèle avec la boxe. Lorsque les combattants avaient beaucoup de pouvoir, le problème c'est que c'est au détriment de ceux qui consomment la boxe en fait. Euh, Parce que souvent ils se disent bon bah j'ai envie de maintenir soit il y a la culture du zéro, enfin la culture du zéro, pas le néant, culture du zéro. Non, zéro défaite. L'invincibilité, l'invincibilité. Donc du coup, ce qui a ce narratif a beaucoup plus d'importance en boxe que dans le MMA. Et donc, ça crée des frustrations parce que les combattants qui ont ce zéro essayent vraiment beaucoup plus de le protéger. Une fois qu'ils l'ont plus, ça va. Mais tant qu'ils l'ont, c'est des négociations qui sont vraiment très complexes. Et en plus, avec tous les promoteurs, c'est vraiment plus compliqué. Mais c'est quand même un avantage qu'on a dans le MMA, c'est que je trouve que c'est chouette de voir qu'un combattant est invaincu, mais maintenant, c'est pas pour ça qu'on va arrêter de suivre, de supporter ou d'avoir autant d'intérêt pour quelqu'un qui l'a été. D'ailleurs, la plus grosse star, Alex Pereira, l'a été par Adesanya, et après, quand il a continué, c'est pas que ça avait diminué. Bon, ça dépend comment tu perds aussi. Maintenant, c'est peut-être un petit peu moins. Ouais, mais après, enfin voilà, la plupart des grandes stars de MMA ont une ou plusieurs défaites dans leur carrière. Tu peux parler de Georges Saint-Pierre, Matsera, c'est une rude défaite, tu vois. Il a dû revenir de loin pour redevenir une superstar. John Jones, c'est par disqualification, mais il n'a pas le zéro. Tu l'as dit, Alex Pereira. Et au final, en dehors de Khabib Nurmagomedov, t'as pas d'invaincu en MMA. Et au final, Khabib s'est quand même challengé sur la fin de sa carrière. Donc effectivement, il y a ce côté-là, il y a vraiment ce côté-là quand tu fais le comparatif avec la boxe et quand tu parles à des fans de boxe. Donc moi, quand je parlais à Dylan et qui m'avait un peu réexpliqué ce qui s'était récemment passé dans le monde de la boxe, ben, il m'avait clairement dit que ça faisait 2 décennies que les fans de boxe étaient très frustrés parce que c'était extrêmement rare d'avoir les combats qu'ils souhaitaient. Et pour prendre l'exemple classique, le super fight que tout le monde attendait depuis des années, Mayweather contre Pacquiao, ben, ils l'ont eu 5-6 ans trop tard. Manny Pacquiao. Pacquiao. Pardon, mes excuses pour la prononciation. Pour une fois que c'est l'inverse, pour une fois, j'avoue. Pac-Man. Mais ils l'ont eu au final, mais il y avait quand même une frustration il y avait un sentiment partagé, j'ai l'impression, chez les fans de boxe anglaise, c'est, on l'a. Mais un peu trop tard. Mais on aurait préféré l'avoir il y a 4 ou 6 ans. Je sais plus c'était quoi que les fans disaient. Mais donc voilà, il y a vraiment ce gap entre les deux. Donc, en boxe anglaise, grâce à Turquie, ils ont un peu le meilleur des deux mondes. Turquie met tellement d'argent sur la table qu'il arrive à faire les combats que ses fans de boxe n'ont pas eu depuis des années, et les athlètes sont très très bien payés. Donc il y a le meilleur des deux mondes. En MMA, là, on est toujours dans cette situation où on a vraiment... Je suis pas... Enfin voilà, juste pour dire, je crois que c'est assez rare, mais j'avais vu la vidéo qui avait été publiée sur Fight Minds, mais je parle de boxe cette fois-ci. Ouais. Mais j'étais pas tout à fait d'accord, juste pour être vraiment, pour dire, voilà, ça arrive qu'on pense pas pareil. Bien sûr. La première chose, c'est ce qui avait été dit par rapport à Dana White. On est les premiers, toi et moi inclus, à dire que Dana White, il y a certaines choses qui pourraient clairement être améliorées. Mais quand il disait qu'il pensait qu'il était pas fan du sport, ça, j'y crois pas. Ah oui, non. Il est ultra fan du sport. Il est ultra fan du sport. Il est même fan de boxe depuis qu'il est tout petit. Il allait partout. Enfin, il a essayé d'être coach. Enfin, voilà, c'est vraiment un passionné. C'est vrai qu'il est aussi passionné par l'argent. C'est ce que j'allais dire. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est un passionné du sport, mais il est encore plus passionné par l'argent, et donc c'est là où il y a un décalage peut-être entre les deux. Il a tellement un attrait pour l'argent qu'il y a on peut lui critiquer un manque d'éthique sportif et humain dans certaines circonstances. Mais de l'autre côté, il a apporté beaucoup aussi.
c'est une vision, en fait, je crois que c'est culturel, c'est quand même une vision très américaine, les valeurs sont pas, en tout cas, la manière dont ils sont positionnés, c'est pas ils ont pas de valeur, c'est juste, ils sont pas mis, les curseurs sont pas au même niveau. Donc, du coup, ça, c'était le premier élément que je voulais dire par rapport à l'épisode de Daguerre, où il y avait, pour moi, j'étais pas d'accord parce que j'aimais bien, le fait que grâce au Ali Act, pour ceux qui n'ont pas eu l'épisode, donc il parle du Ali Act, c'est, euh, c'est une loi qui est passée aux États-Unis qui permet de donner beaucoup plus de pouvoir aux combattants et moins de pouvoir aux promoteurs. Je simplifie, je vulgarise, grossièrement. voilà, parce que c'est très long. Mais ça a permis à certains combattants, comme notamment Canelo, Mayweather, etc., de gagner énormément d'argent parce qu'ils avaient beaucoup plus de pouvoir sur sur la sélection de leurs combats, sur la manière dont ils fait la promotion, sur plein d'éléments, les primes, etc. La transparence des gains d'un événement et du coup la répartition sur la prime du combattant. Donc tout ça était acté. Ouais. C'est ça. Mais est acté. C'est encore d'actualité. Le Ali Act. Ouais. C'est toujours d'actualité, mais la raison pour laquelle on en parle, c'est que probablement que Dana White et Turki ont une manière de pouvoir contourner cet acte-là. Parce que maintenant, depuis que Dana White est rentré en boxe, ils aimeraient faire quelque chose qui, je pense, qui sera positif. Je le pense. C'est une opinion, c'est parfait. Je pense qu'il sera positif pour la boxe parce que j'avoue que j'ai perdu beaucoup d'attrait pour la boxe. Par la difficulté qu'il y a de pouvoir comprendre le sport. WBC, WBA, WO, le ring, etc. C'était vraiment très compliqué pour savoir qui est vraiment le champion, alors qu'en MMA, malgré le fait qu'il y ait d'autres promotions, il y a personne qui pense que les autres champions sont plus champions que ceux qu'il y a à l'UFC. Donc ça, c'est un. Donc j'avais noté la visibilité. Je trouve que ce sera beaucoup plus visible s'il y avait le même système que des deux côtés. La deuxième partie, et visibilité, on parle aussi de compréhension. Hein. Donc, je pense que ça peut attirer beaucoup plus de monde si jamais on comprend clairement avoir un système qui, selon moi, le meilleur système, c'est pas parce que c'est celui de l'UFC. Je plaide aussi pour ça, au PFL, etc. C'est d'avoir un champion et que les gens se battent pour pouvoir être champion. C'est le plus facile, le plus clair. Quiconque qui commence à regarder le sport entend cette règle, c'est facile à comprendre. Ensuite, pour moi, je suis pas tout à fait d'accord que c'était un meilleur système. Pourquoi? Parce que, et la preuve en est, c'est que je pense que le MMA fait bouger les lignes de la boxe. Vraiment, je le pense. Le MMA a été le sport qui a grandi le plus ces dernières années. Surtout pendant la période 2020 et encore avec McGregor, etc. Donc la dernière décennie, elle était exceptionnelle. Et elle était, je pense, au détriment de la boxe. J'ai connu beaucoup de gens qui regardaient de la boxe, qui en avaient marre et étaient frustrés de ne pas voir les champions contre les champions, les meilleurs contre les meilleurs, qui ont vu qu'il y avait énormément d'attrait pour ce nouveau sport, qui en plus était disponible quand d'autres sports n'étaient pas disponibles, etc., etc. Et donc du coup, je pense que la boxe a commencé à réaliser qu'ils étaient en train de perdre du terrain en termes d'attention. Donc l'attention qu'on donnait au sport, il commençait à y avoir une grosse part qui allait vers le MMA. Et je pense que Turki, qui était un fan de boxe, a décidé de changer tout ça et taper dedans. Et qui maintenant paye énormément. Oui. Mais je pense que sa stratégie, c'est ça qui fait peur, et je le comprends tout à fait, c'est de dire, on va payer énormément certains combattants pour pouvoir les avoir chez nous, comme Canelo et comme tous les autres qui sont, tous les combats qui sont en train de mettre. Canelo, petit à petit, il est en fin de carrière, il va disparaître. Les nouveaux ne vont pas avoir ce poids de négociation et ça va écrémer un peu tout ça. Le problème, c'est ça, c'est qu'on dit toujours qu'en MMA, c'est moins bien payé, mais ça dépend dans quel percentile, je sais plus comment est-ce qu'on dit percentile. Je crois que t'as compris. Je vois exactement ce que tu veux dire. Un numéro 35 mondial à l'UFC sera mieux rémunéré qu'un numéro 35 mondial en boxe. C'est ça, mais même si tu prends une main card, sur combien gagne le top pourcentage, la main card, vraiment les combattants, c'est des millions et des millions, mais on a entendu même parfois centaines de millions pour certains combattants. Mais par contre, l'entrée de carte, c'est possible, je dis pas pour ces combats-là, mais en général, c'est possible qu'ils soient payés 2000 plus 2000. Alors que en MMA, c'est 5 fois ça. Le minimum, je crois que maintenant, ça doit être 12 000. Je pense que ça doit être 12. Voilà, c'est 12. Donc 6 fois ça. Donc, voilà, c'est pour moi, le vrai souci, c'est pour les combattants qui sont des combattants professionnels et qui ont du mal à s'en sortir parce que gagner 2000 plus 2000, c'est une catastrophe. C'est n'importe quoi. Et même 12 000 plus 12 000, si on combat 1 à 2 fois, il y avait une moyenne par an, c'est extrêmement dur de s'en sortir avec un montant comme ça. Encore plus aux États-Unis. En Europe, on peut encore discuter et encore c'est compliqué, mais aux États-Unis, c'est vraiment impossible. Donc, pour moi, le point de négociation qui était vraiment important, c'était
les soins de santé, la prise en charge des soins de santé et d'avoir un salaire qui est décent entre guillemets. Donc là, je suis d'accord. Par contre, à des niveaux comme ceux dont on parle avec Alex Ferreira qui gagne aussi des millions et John Jones qui maintenant en demanderait 30, je suis d'accord, il le mérite. Mais par contre, c'est pas pour cela que je m'inquiète le plus. C'est pas que je me dis, oh non, c'est vraiment scandaleux si John Jones reçoit 30 millions alors que en boxe, ils en reçoivent 100 ou 150. Enfin, voilà, c'est pas, voilà. En fait, je crois que la crainte réelle, elle vient pas sur le court terme. Hein. Donc clairement, je pense que tous les fans de boxe anglaise disent sur le court terme, il y a beaucoup à gagner de ça, parce qu'effectivement, c'est un peu la continuité de ce qu'ils ont pour l'instant. C'est ils ont les fights qu'ils veulent. Et les combattants en question sont ultra bien rémunérés. Quand tu vois les primes compris, par exemple, Fury et Usyk, c'est démentiel. Et tant mieux pour eux, vraiment tant mieux pour eux. Par contre, la crainte, c'est que effectivement, sur le long terme, ils vont prendre le monopole et monopsone comme l'UFC, et dès qu'ils l'ont, les primes vont diminuer et ressembler à celles de l'UFC. Donc sur le long terme, il y a cette crainte de on va de nouveau avoir une machine promotionnelle. Cette machine promotionnelle, elle va faire des milliards chaque année, elle va faire des centaines de millions de bénéfices chaque année, et ça va aller dans les poches des gérants en dividendes, et ça va pas aller dans les poches des combattants, et les combattants vont être sous-payés par rapport à la capacité de la promotion. Et je pense que c'est ça vraiment la crainte qu'ils ont, et je peux m'entendre là-dessus. Donc effectivement, il y a beaucoup à prendre, il y a beaucoup à tirer pour la boxe anglaise sur du court et moyen terme. Sur du long terme, dès le moment où ils obtiennent le monopole et monopsone, et on va pas se mentir, c'est ce qu'ils cherchent, ça va suivre le modèle UFC, sûr, hein. Avec ses avantages pour les fans. Les avantages pour les fans, ce sera ad vitam. Ce sera les meilleurs qui vont affronter les meilleurs. Ce sera comme à l'UFC. Et donc là-dessus, je pense que les fans ne peuvent pas se plaindre. Par contre, les fans qui ont une attention envers les athlètes et les athlètes eux-mêmes auront de quoi se plaindre, parce que il y aura un abus de pouvoir, on va dire, de cette nouvelle promotion. C'est ça la crainte. Non, c'est sûr et certain que c'est le but. Donc là, on partait la partie positive entre guillemets de ce changement. C'est juste pour pouvoir pas défendre Dana White, il n'a pas vraiment besoin d'être défendu, mais c'est juste pour pouvoir dire, voilà, mettre un peu plus d'eau dans le vin, de nuancer les choses, et de dire, oui, c'est vrai que c'est négatif, mais attention, quand il disait, ça m'a fait rire la phrase, s'il pouvait, il se battre 2 écureuils sur une motocyclette, un truc comme ça, je sais plus ce qu'ils avaient dit, ça m'a fait rire, mais je crois vraiment que c'est un fan de boxe, je crois qu'il veut vraiment voir le meilleur contre le meilleur, et je crois aussi qu'il veut se faire beaucoup d'argent. Et sur cette partie-là, je pense que les boxeurs, les grosses stars, comme de toute manière, les grosses qu'on a mentionnées comme Fury, Usyk, Crawford, Canelo, etc., sont en fin de, Crawford moins, mais sont en fin de carrière. Donc du coup, pour eux, c'est facile de les prendre, d'avoir ces gros noms, de pouvoir avoir tout cet attrait de dire on a les stars, de pouvoir tout loquer. Et puis, il y a quand même une information qui est sortie hier sur les primes. Qui seront transparentes en fait. Donc genre tu arrives dans cette nouvelle promotion, tu as 20 000 avec des combats sur 10 rounds. Puis une fois que tu rentres, je sais plus, c'est grosso modo, une fois que tu rentres dans le top 15, tu passes à, je sais pas, 50 000, quelque chose comme ça. Je suis pas sûr j'ai vu l'info, mais je suis pas sûr que la source soit réelle. Ça a quand même été partagé par des comptes assez solides et crédibles. Ok. Parce que je l'avais vu sur un compte. Ouais, je vais juste dire, si c'est ça, la stratégie, en fait, moi initialement, ce que je pensais, c'est que effectivement, Turquie et cette nouvelle promotion allaient payer très très cher les superstars pour attirer toutes les superstars chez eux, ce qui allait attirer le reste chez eux et directement créer cette dynamique. Et donc ça veut dire que pendant tout un temps, ils vont surpayer les superstars pour créer leur promotion et attirer tous les autres chez eux et gagner cette visibilité en disant on n'est pas que la promotion qui paye bien, mais on est aussi la promotion qui vous donne le plus de visibilité. Et le champion chez nous, c'est le meilleur du monde. Et je pensais que ça allait être ça la stratégie de recrutement, entre guillemets. Mais si c'est bien ça les primes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont commencer par en bas. C'est-à-dire que comme tu l'as dit, le 35e mondial, aujourd'hui, il gagne pas 20 000 son combat. Et quand il va voir, tiens, cette promotion-là, elle me propose 20 000. Et si je rentre dans le top 10, je suis déjà à 100 000. Et si je challenge pour la ceinture, je suis à un demi-million. Et si je suis champion, je gagne 750 000, je pense. Vu qu'au début, il y aura pas beaucoup de concurrence, le 35e mondial, il va directement signer en se disant, je gagne un combat, je suis dans le top 10. Mon deuxième combat, ce sera déjà sur x10, x20 la prime que je me fais actuellement. Et donc, ils vont recruter tous ces jeunes à haut potentiel.
Et dans 5-6 ans, ces jeunes à haut potentiel, ce sera les meilleurs du monde. Et tous les meilleurs du monde actuels, dans 5-6 ans, ils sont à la retraite, donc on n'en parle plus. Et donc dans 5-6 ans, en fait, ils ont réellement le meilleur sans avoir dépensé des grosses thunes pour les superstars. Et c'est juste en allant aller à la source. Ils vont aller chercher à la source les jeunes plus talentueux en les payant mieux que ce qu'ils sont payés pour l'instant et en les payant moins bien que ce qui serait payé aujourd'hui dans 5 ans en tant que champion avec des multimillions à la clé une fois qu'ils ont les statuts de Crawford et c'est pour ça que je parlais de, je sais pas si on disait pourcentile si quelqu'un peut me dire le commentaire, j'ai oublié le mot. En gros, sur la division, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant sur les personnes qui débutent et encore milieu intermédiaire, on va dire. Mais par contre, franchement, pour le top 5, à partir du top 5, je trouve que c'est vraiment pas juste. Parce que je crois qu'on parlait du million, etc., mais comparé à ce que gagnent les champions actuels, c'est ridicule. Là, il y a une énorme diminution. Et c'est ça la crainte, je pense, c'est qu'aujourd'hui, la boxe arrive à vivre avec des multimillions pour les gros combattants, ce qui est respectable et cool à voir. Même quand tu vois Bacolé qui prend un short notice contre Parker et qui prend 5 millions pour ça, tu dis, c'est cool, le mec, il a pris un short notice en poids lourd, donc il n'y a pas de cut à faire, et ça a changé sa vie puisqu'il a pris 5 millions sur son compte en banque. C'est cool quand t'entends une histoire comme ça, c'est life-changing pour lui et pour sa descendance même. Il y aurait plus ça dans 5-6 ans si le plan Turquie Dana White fonctionne. Il y aurait plus ce genre d'histoire. Et donc, effectivement, voilà, encore une fois, il y a du positif côté fan, il y a du positif côté athlète aussi, mais il y a du moins positif pour les super athlètes. Alors, j'ai quand même encore nuancé du côté de Dana White. De un, sans Dana White, le MMA serait pas là où il en est aujourd'hui, et donc il y aurait pas autant de personnes qui vivraient du MMA. Donc ça, c'est un truc qu'on doit dire, on doit nuancer comme ça. S'il n'avait pas été là, peut-être que le MMA aurait même pas explosé, ce serait un bête sport méconnu, et peut-être que du monde, il gagnerait 10 000 € par combat. Donc, grâce à Dana White, on a quand même des meilleures primes que s'il n'avait pas existé. Et au final, on se plaint beaucoup des primes, mais le statut que t'offre pour le moment l'UFC te permet de gagner aussi en dehors. Tu vas donner un séminaire. Oui, mais à voir ce qu'ils comptent faire avec les sponsors. C'est ça qui me fait vraiment peur aussi. Et en fait, c'est ça. Ce qui fait très peur, c'est que pour l'instant, on a l'impression que l'UFC a décidé de ne plus créer de superstars. C'est ça. Et à cause de ça, en tant que combattant UFC, tu auras peut-être moins d'opportunités sur tes à côté que les combattants actuels. Les combattants actuels, t'arrives peu importe où, tu dis je suis combattant UFC, tu vas avoir des opportunités en sponsor, en donner des stages, donner des cours, communication. Tu crées ta chaîne YouTube, tu vas directement avoir du monde qui va te suivre. Donc il y a plein d'opportunités, je pense. Maintenant, si l'UFC diminue le statut de star chez eux et que c'est eux qui deviennent l'enseigne, et c'est un peu la stratégie qu'ils suivent, on a l'impression. Ça, c'est mauvais. Par contre, il y a une autre news aussi. Il y a cette rumeur que l'UFC va avoir un deal avec Netflix. S'ils ont ça, quand tu regardes la Formule 1 et Netflix, depuis que ça existe, tous les pilotes de Formule 1, leur compte en banque, déjà, il était pas mal, mais là, il a complètement explosé. Donc, voilà, il faut un peu tout imbriquer. Moi, Et c'est juste pour donner plus d'informations sur le fait qu'ils ne veulent pas de stars, c'est que la raison pour laquelle c'est dangereux pour l'UFC d'avoir des stars, c'est qu'il y a certaines personnes qui peuvent devenir plus puissantes que l'UFC elle-même. Donc McGregor et avoir plus de pouvoir, et voilà, c'est ça, et bloquer comme John Jones est en train de le faire en ce moment, la catégorie la plus importante, etc. Donc voilà, exactement. Mais par contre, business, la décision se comprend. Oui et non. Enfin aussi, il faut ce qui est compliqué là maintenant, c'est que si l'UFC est dans une situation où on a Merab, Ankalaev, enfin voilà, on a tout ça, le levier de négociation pour ce que ça peut rapporter, c'est vraiment très compliqué parce que Netflix est très doué, mais c'est beaucoup plus facile de faire quelque chose avec Sean O'Malley qu'avec Ankalaev. Je parle d'un point de vue médiatique, hein. Je parle pas d'un point de vue sportif, mais je pense que Netflix sera beaucoup plus content d'offrir beaucoup plus de millions si jamais il voit que Sean O'Malley est champion que si Ankalaev est champion. Attends, ils savent que vas-y. Donc, pour Netflix, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un garçon avec des cheveux colorés et une Lambo rose et qui a toute une communauté qui est déjà derrière lui et que Netflix va pouvoir exploiter et pouvoir venir voir le show. Et aussi, bien sûr, de créer en plus de le rendre beaucoup plus populaire que ce qu'il est déjà, que de travailler ex nihilo avec Ankalaev. C'est plus compliqué. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est plus compliqué. Donc, du coup, si jamais tu as déjà des stars qui sont dedans, c'est plus facile.
Ceci dit, quand tu regardes ce qu'ils font avec la Formule 1, tu prends la dernière saison, je me suis fait un kiff de la regarder. On voit quasi pas Maxime Verstappen qui est numéro 1 et qui gagne. Désolé pour le spoiler pour ceux qui n'avaient pas encore vu. Ils font plus, tu vois, sur le narratif de constructeur, de Lando Norris, etc. Donc, mais Verstappen ne voulait pas être dedans. Ah. Mais comme quoi, tu vois, enfin même si Verstappen ne voulait pas, la réalité c'est que Netflix a réussi à créer la continuité de ce docu-série, de sorte à mettre en avant d'autres personnages et les starifier eux. Donc c'est pas bloquant. S'il y a des combattants, s'il y a des champions qui sont difficiles à vendre, ça c'est pas bloquant non plus à 100% pour Netflix. Non, mais on est d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je dis pas que ce soit bloquant. Mais si jamais tu arrives à la table des négociations avec Netflix en disant j'ai un Sean O'Malley qui est champion, vous pouvez le suivre, et j'ai un Kalev, mais vous pouvez suivre quelqu'un qui n'est pas champion, c'est compliqué quoi. Ouais, je suis d'accord. Ils ont plus à gagner de pouvoir suivre à fond les champions, même si d'un point de vue narratif, je pense que si tu fais un truc en début d'année et tu suis quelqu'un qui va vers le titre, ça peut aussi intéresser pas mal. Donc quand même pour revenir maintenant sur la situation avec John Jones, c'est un peu voilà tout le débat en fait. C'est vrai que si on reste juste en mode moi je suis un fan, je veux voir le combat maintenant, c'est très frustrant. Maintenant si tu ouvres un tout petit peu et que tu regardes plus long terme, tu te dis bah ouais c'est pas plus mal d'un côté que Jones profite un peu de sa position et bon alors j'ai entendu un peu des deux côtés, tu vois. John Jones qui demande 6 mois de préparation pour Aspinal. D'un côté, tu dis, mec, t'es le champion, c'est le champion intérimaire. Tu savais que que ça allait être lui. Donc, à partir de quand? C'est à partir de maintenant, c'est à partir de ton dernier fight. Donc, ça, pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'il espérait que Pereira gagne pour prendre Pereira à la place d'Aspinal. C'est comme ça que ma grille de lecture, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Et par contre, de l'autre côté, encore une fois, tu vois, j'essaie de me mettre à la place de John Jones et je me dis, toi, comme moi, comme n'importe qui dans le monde professionnel, quand on te demande quelque chose de plus complexe, tu es en position de demander plus d'argent ou plus de temps. Je sais pas, moi, si on me propose un projet qui m'envoie 3 jours par semaine à Paris, moi, de mon côté, je vois ça comme un projet qui m'empêche d'être 3 jours par semaine avec ma famille. Si je demande, je vais prendre des chiffres simples, si je demande 500 € la journée en tant que consultant, tu me proposes 3 jours par semaine à Paris, mon prix, ça va directement être 750. Tu vois, j'ai demandé plus cher. Ouais, mais par contre, c'est pas ça, c'est que si jamais on te le demande du jour au lendemain, d'accord, mais bon, si ça fait 1 an qu'on te parle de cette opportunité, tu dis, oui, je dois réfléchir, donnez-moi encore 6 mois. Tu vois, oui. Pour moi, le problème, c'est que payez-lui son argent, payez-lui ses 30 millions, c'est bon, enfin, pas qu'on avance, tu vois. Pour moi, l'énorme souci, c'est en termes d'image. Pour moi, je trouve que le sport n'en ressort pas grandi quand tu vois qu'il y a une division qui est bloquée pendant autant de temps, que le champion intérim a déjà défendu sa belt, et qu'on en est encore au point, on est en train de se dire, bon, attends, est-ce qu'il défendrait pas une deuxième fois le temps que John Jones fasse Alex? Enfin, c'est en termes de crédibilité. Je trouve que ça va pas, tu vois. Ça va vraiment pas. Et le fait de bloquer autant de temps, je trouve que ça montre, je vais exagérer, mais un peu d'amateurisme. Je trouve que il devrait être beaucoup plus dire à Jones, ils ont aussi du pouvoir en lui disant, écoute, c'est simple. Nous, maintenant, on te donne jusque telle date. Si t'es pas d'accord, on t'enlève ta belt. C'est comme ils le font avec tout le monde. Mais le fait que John Jones puisse se permettre autant, si c'était juste pour une question d'argent, je suis d'accord. Mais là, ça fait vraiment longtemps qu'on attend, quoi. Là, c'est trop longtemps, tu vois. Et je trouve ça fou parce que, oublions même oublions nous-mêmes qui voulons voir le combat. Je trouve même que pour Aspinal, je trouve que c'est nul. C'est les plus belles années d'Aspinal. C'est vraiment un combattant exceptionnel. On pourrait vraiment le voir évoluer. Il est motivé, il a envie de se battre. Je trouve ça un peu trop.
Ouais, mais en fait, c'est totalement ça. Je pense l'avoir dit dans un de nos podcasts par rapport à ce sujet, c'est qu'à la place de l'UFC, il fallait aussi une deadline. Tu dis, OK, si on n'a pas réussi à négocier à telle date, on arrête. Et pour moi, la date devait être quelque chose autour de fin mars, parce que la dernière défense qui ferait sens, selon moi, en termes de date, ce serait International Fight Week. Donc, c'est début d'été. C'est ça. Si t'arrives pas à faire ce combat entre John Jones et Aspinall en juillet, ouais, c'est trop long, c'est trop long. Allez, Jones, son dernier combat, c'est fin novembre. Si entre fin novembre et fin mars, t'arrives pas à négocier un combat pour juillet, c'est que ouais, tu feras face à un mur, quoi. Et effectivement, pour les fans, ça devient frustrant. Et en plus, ça fait sens, tu vois, ce combat à l'International Fight Week, bah, c'est toujours un événement où tu fais des gros combats et tout le monde parle de deux options. La première option, c'est Jones contre Aspinall et la deuxième option, c'est Makhachev contre Topuria. C'est ça. Donc voilà, ici, j'avoue que continuer à entendre parler de cette possibilité et pas avoir de concret, ni même un petit pas vers le concret, parce que là, le seul petit pas qu'on a vers le concret, c'est Jones qui dit si je dois prendre Aspinall, j'ai besoin de 6 mois de préparation. Et a priori, l'UFC n'a toujours pas accepté les 30 millions. Donc on est sur une double condition. Et si la double condition est acceptée, il faut encore attendre minimum 6 mois. Et comme l'a dit l'autre journaliste, bah, je les vois pas mettre ce combat sur le pay-per-view de septembre ni d'octobre, alors que tu as Madison Square Garden en novembre, quoi. Mais je t'avoue, je reste toujours sceptique par rapport aux informations qui se filtrent. Selon moi, et je suis trop content, on en avait parlé il y a vraiment, je crois qu'il y a un an. Je doute que tous les arguments que Ariel Helwani ou d'autres médias nous donnent, que ce soit les arguments réels. Je m'explique. Je me rappelle plus c'était quoi la dernière fois, mais je sais que John Jones avait parlé de certains éléments qui étaient importants pour lui. Et au final, c'était juste des leviers de négociation. Et je pense que c'est possible que, je sais pas si ça l'est cette fois-ci, mais je vois mal quelqu'un comme John Jones se soudainement réaliser qu'en fait, il a besoin d'autant de mois pour pouvoir se préparer pour tel adversaire, alors que l'adversaire est champion intermédiaire. Je le vois pas. Pour moi, il n'y a pas un monde dans lequel John Jones n'est pas en train de se préparer. Sauf un monde où il vaut plus combattre. Mais John Jones, c'est quelqu'un qui se prépare tellement, il analyse tout, etc. Je pense que ça fait très longtemps qu'il se prépare pour lui. Mais je pense que ce qu'il fait, c'est juste essayer de mettre le focus sur quelque chose d'autre pour rajouter un problème. Si tu rajoutes un problème, alors l'UFC peut se dire, bon, alors, le seul levier de négociation qu'a l'UFC, c'est d'augmenter le montant qu'ils sont prêts à lui donner. Et je pense que si John Jones dit, écoutez, moi j'ai 37 ans, c'est mon dernier combat, si moi je le fais à 38, c'est pas grave pour moi, c'est beaucoup plus puissant que l'UFC qui a absolument besoin de ne pas avoir la catégorie reine qui est bloquée. Donc je pense que si nous sommes au courant de ça, John Jones l'est aussi, et très certainement ses managers aussi. Donc ils se disent, écoutez, voilà, on pourrait le faire dans à peu près 6 mois. Donc si l'UFC est pressé, ils vont dire non, écoutez, on en a besoin avant. Ils vont dire ok, mais bon, on va pas faire ça pour 30 millions avant. Regardez le risque que c'est pour nous de perdre tout ça. Donc je pense que les 6 mois ne sont que un outil de plus dans la négociation qu'ils ont. C'est ce que je pense. Ouais, c'est pas bête de penser comme ça. D'autant plus que effectivement, on le sent depuis un petit temps pour John Jones. Son argument principal ou sa volonté principale maintenant, c'est assurer sa retraite et celle de ses enfants et petits-enfants. Et donc c'est l'argent qui compte. Et donc effectivement, c'est un classique. Hein, effectivement, tu rajoutes des clauses ou des conditions qui sont pas spécialement sine qua non, mais ça permet de dire, allez, celle-là, je veux bien l'enlever, mais je reste assis sur mon autre demande. Et effectivement, ça rajoute un peu de pouvoir à l'argument, en fait. Et surtout que ce problème-là, c'est un problème qui est un problème pour l'UFC, mais pas pour John Jones. 37 ans, les gens peuvent se dire oui, c'est âgé. Oui, c'est vrai, c'est âgé, mais pas tellement pour les poids lourds. Enfin, moins pour les poids lourds, on va dire. Ouais. Et au final, Alex Pereira, il a combattu combien de fois? Il a 37 ans aussi. Ouais, honnêtement, moi, les 6 mois de plus pour John Jones, ça ne m'inquiète pas par rapport à son état de forme. C'est ça. C'est que je pense que c'est un élément qui ne lui coûte pas tellement, mais qui coûte beaucoup à l'UFC de rajouter du temps. Donc, du coup, je pense qu'il s'est dit, il faut que j'appuie là-dessus. Je peux même transmettre cette information à la presse, etc. Comme ça, on rend le problème encore plus grand. Et comme ça, l'UFC sent la pression. On sent que Aspinall se
ce temps encore plus et au final et peut-être même que et je me dis peut-être que c'est possible que ça joue aussi un facteur psychologique sur Thomas Pinal. Certainement, parce que je vois pas Aspinall défendre une deuxième fois son titre intérim. On sent qu'il a faim de combattre. Il a très envie de combattre Jones et on sent aussi que lui, les négos, ça commence à le saouler, à le lasser. Ouais. Ceci étant dit, voilà, si le combat se fait, je pense qu'il aura son single focus et ça va peut-être un peu l'ennuyer maintenant, Thomas Pinal, mais une fois qu'il sera dans son camp d'entraînement avec une date et un adversaire, il sera de nouveau full focus. La seule force de l'UFC ici. Ouais. Je crois qu'il faut pas sous-estimer. Je dis pas que c'est quelqu'un qui est sujet à avoir des problèmes, enfin, on va dire que quelqu'un rentre dans sa tête comme. Mais José Aldo l'était pas non plus. José Aldo était un incroyable champion. Personne ne pouvait rentrer dans sa tête. Et regarde comme c'est possible de pouvoir déstabiliser quelqu'un qui commet une erreur simplement parce qu'il en avait marre. Et je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais imagine Thomas Pinal, comme Cyril Gane d'ailleurs. Surengage parce que la pression, pour une autre raison, n'importe, et John Jones arrive à faire quelque chose grâce à ça. Franchement, c'est vrai. Ce serait pas bête. Je dis pas que c'est ce qui va se passer avec lui parce que pour moi, on l'a déjà dit, Thomas Pinal est favori et je pense que John Jones vraiment réalise à quel point Thomas Pinal est un danger pour lui, pas insurmontable mais un danger pour lui. Et donc je pense que s'il peut utiliser tous les moyens qu'il a de pouvoir déstabiliser Tom, je crois qu'il le fera. Ouais. Ouais, en fait, j'allais dire la seule force entre guillemets de l'UFC, c'est que ok, je sais pas à quel point ils sont réellement pressés, parce que en dehors de Thomas Pinal, les autres contenders, t'as pas encore le gars qui a l'argument ultime. Donc t'es pas en train de faire une file de challenger dans l'attente. T'as juste Thomas Pinal qui est en train d'attendre son title shot, et derrière tu peux encore faire des combats pour élire un contender au vainqueur. Vas-y. Je crois que ce qui peut être dérangeant pour l'UFC, c'est que tu dis quand même, notre réputation, c'est de faire les meilleurs contre les meilleurs, et c'est possible qu'on n'arrive pas à le faire. C'est ça qui est stressant. Ouais, ça c'est vrai. Et en plus, ça ferait 2 fois chez les poids lourds sur une courte période, parce que t'as Ngannou qui est parti, donc t'as pas pu faire Ngannou contre Jones, et maintenant t'aurais l'incapacité de faire Jones contre Aspinall. Et donc la seule option à ça, ce serait un Jones qui se retire et on dit bah il a pris sa retraite, donc on a fait le meilleur contre le meilleur par rapport à ce qui était disponible, et donc c'était Aspinall contre Gane. Et t'imagines ce que pourrait dire John Jones? Il pourrait dire bon bah au final peut-être que je suis en train d'hésiter, peut-être que j'arrête. L'UFC arrive pas à trouver un deal à la hauteur de ce que je veux. Oh, c'est chaud s'il dit ça, c'est vraiment chaud. Ouais, mais de l'autre côté, on en avait discuté. Je crois que l'UFC, ils ont aussi ce truc de si on fait ce combat et qu'on rémunère 30 millions, si on rémunère John Jones 30 millions, ça va se savoir. Et il y a potentiellement d'autres combattants un peu stars qui vont se dire, ah ben en fait, quand on a une name-value, quand on a la ceinture, on a ce petit levier de négociation. Maintenant, la grosse différence, c'est que John Jones, je pense, comparé à d'autres champions actuels, il peut effectivement prendre sa retraite maintenant et très bien vivre. C'est pas le cas de tous les champions, donc tous les champions n'auront pas ce levier de négociation, et donc l'UFC pourrait un tout petit peu se dire bon, on va lui donner ce qu'il veut. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Juste une petite précision par rapport. J'ai réfléchissais pendant qu'on était en train de discuter. J'avais oublié de le dire, mais pour la partie de l'importance de un vaincu et que c'est pas tellement important en MMA. Je vois déjà les arguments venir de certains Dagestanais ou n'importe qui construisent leur carrière et qui gardent cette partie vraiment tellement importante pour eux, parfois face à des no-names pour pouvoir conserver 0 et d'avoir des gros chiffres. C'est vrai, mais là, je parlais plus au top niveau. Je parlais pas vraiment en bas. Voilà, c'est juste pour être plus précis. Pour illustrer, ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet. J'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'effectivement, je sais, c'est un sujet un peu stérile puisque la situation est stérile, mais ça a permis de, déboucher sur quelques digressions intéressantes. Donc, John, merci à toi. Merci. À tous d'avoir suivi. Abonnez-vous. À bientôt. Et à très bientôt. Ciao.